Clap. Clap, vas-y, clap. Yeah, baby. Qu'est-ce qu'on se dit, mon Hugo? Non, Bonjour, c'est Eric. c'est ça qu'on va faire. Ouais. Déjà, trop content de t'avoir depuis ce matin et déj midi, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu parce que tu m'as demandé de venir. Tu m'as appelé. Tu m'as dit, Hugo, il faut qu'on se voit. Du coup, j'ai sauté dans mon petit avion. Je traversais la moitié de la France et je suis là. Ok. Et On va manger ensemble, c'est trop cool. Ouais, trop bien. Et qui tu es? Ah, qui je suis? Alors moi, je m'appelle Hugo, j'ai 35 ans. Ça, tu le sais déjà. Mhm. Je suis un mec qui a grandi à l'international. J'avais pas mis les pieds en France quasiment avant mes 16 ans. Donc j'ai une culture très marquée par le fait d'avoir vu beaucoup d'autres cultures. Et je suis un mec qui fait du digital depuis que je suis tout petit, parce que j'étais geek, parce que j'ai joué aux jeux vidéo pendant très longtemps, parce que derrière j'ai fait des études évidemment. Alors j'ai un parcours assez rigolo, parce que j'ai fait maths sup, maths spé. Après j'ai fait un peu d'architecture, j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai une licence TAPS pour ceux qui aiment le sport. Et puis j'ai fait une Et école... puis, Ah, l'ancien, j'étais nageur, l'ancien nageur. Là je suis un peu moins nageur en ce moment, mais c'est qu'une question de motivation et ça reviendra. J'ai fait une école de commerce, comme beaucoup de gens qui font des études supérieures, université, école de commerce, peu importe au final. Bon, j'ai fini avec un master en marketing. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis j'ai commencé à bosser dans le web il y a 10 ans maintenant. Et voilà, j'ai eu un parcours par quelques boîtes, toujours dans le sport. C'est quelque chose qui m'a toujours animé. Démocratiser l'activité physique pour tout le monde et la rendre disponible et offrir des expériences qui permettent d'utiliser son corps et de se sentir bien dans son corps. Donc voilà, et le digital là-dessus. Le digital, le web, le market, les réseaux sociaux, les transfos. comment tu te raconterais? Comment je me raconterais? Ouais. C'est qui Hugo? Ouais. Là, c'était ton parcours, Ouais, ça c'est mon formation, machin et tout, trop bien. Ouais. Ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps, il y a un fil conducteur. Il y a un Mais fil du coup- conducteur, ouais, toujours. Ouais. Mais du coup, t'es qui? Bah, déjà, C'est je suis qui Hugo? Hugo, c'est un mec sympa, je crois. J'espère. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Qui a quelques passions dans la vie qui sont très marquées. Mm. Je suis très sociable et en même temps très parfois dans mon monde. Ok. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'amis. C'est marrant. J'ai 2, 3, 4 super amis et plein de connaissances, énormément de connaissances. Ouais. Tu me lâches dans une salle, je vais être très extraverti et très à l'aise en société. Et en même temps, j'ai beaucoup besoin d'avoir du temps pour moi. Ouais. J'adore être seul. C'est bizarre, du coup. Non, c'est pas bizarre du tout. Le paradigme, il y a un paradoxe quelque part qui est assez marqué. Et après, écoute, je suis un mec qui se définit parce que je suis papa. Et je crois que c'est marrant, mais quand tu es un homme, tu deviens un peu mature et lucide sur pas mal de choses quand tu accèdes à la paternité. Et moi, j'ai un enfant qui a 7 ans aujourd'hui, c'est un amour. Donc ma vie est conditionnée par mon fils, par mes passions, par ce que j'ai envie de faire. Et je me laisse porter, je ne prends jamais de choix. Je prends pas trop de décisions. Les grands changements dans ma vie, ils arrivent comme ça, ils s'imposent à moi. Et voilà, donc je suis un mec qui se laisse guider un peu par le vent. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'ai pas envie de faire. Et je fais souvent des choix je prends les choix qui s'offrent à moi parce qu'ils s'imposent à moi et parce que c'est une évidence. Il y a des rencontres dans la vie. Une sorte d'alignement un petit peu. Ouais, des planètes, un jour elles s'alignent et tu te rends compte que la décision que tu dois prendre, elle est évidente. Du coup, c'est même plus une décision en fait. Juste la voie, elle est tracée, elle est devant toi. Et dans mes choix, tu parlais, tu as dit, c'est rigolo, ton parcours, il est un petit peu cabossé, chaotique. Ouais. Bon, en fait, non, il est juste... il est vivant. Il est vivant et c'est pas une ligne droite. Ouais, bien sûr. Je crois que nos parcours de vie, c'est jamais des lignes droites de toute façon. Donc le mien, ça serpente. J'ai fait plein de trucs, je ferai encore plein de trucs. Et voilà. Et aujourd'hui, je fais du web, mais peut-être que demain, je serai boucher, charcutier, ou chauffeur de taxi, ou j'élèverai des chèvres, ou je vendrai des Lego, j'en sais rien, j'ouvrirai un magasin de jouets pour enfants. Et tu dirais que ton parcours, il te ressemble? Ouais. J'ai fait des choix audacieux, j'ai fait des choix... On me demande souvent, mais comment tu as fait pour en arriver là? Alors, en arriver là... La chance. Pour moi, c'est que de la chance, ton parcours. Que de la chance, comme dirait Benoît Père. Que de la chance. Non. Plus sérieusement, j'ai fait des choix que d'autres n'auraient pas fait. Tu vois, quand j'ai fini mon école de commerce,
Quand tu sors d'une école de commerce, on te dit en général, top école correcte, top 10, machin, etc. Ouais. On te dit, tu vas travailler à Paris, tu auras un salaire comme ci, comme ça. La vérité, c'est que mon premier job, je l'ai pris à Colmar, en province, dans une start-up où il y avait 2 salariés, qui s'appelle FizzUp, pour ceux qui connaissent, qui deviendra FizzUp et avec la réussite qu'a eu cette entreprise dans le marché du fitness en ligne. Mais il y a le patron, son associé, et c'est tout. Et je prends le job pour un petit salaire à l'époque, 10 000 € inférieur au standard d'entrée sur le marché des diplômés Bac+5 école de commerce, en province. Et tu vas chercher quoi quand tu fais ça? Le challenge, le dépassement. Ouais, donc tu veux prouver quelque chose? Oui, tu veux pas faire comme tout le monde? Non, j'ai toujours voulu prouver. Ouais. Bah, j'ai jamais fait comme tout le monde déjà. Ouais. Mon carrière. Ouais, déjà. Et tu veux prouver? Et tu veux prouver à qui? À toi? À moi, ouais. À tes camarades C'est marrant, à beaucoup de gens, je pense. À moi-même d'abord en premier. Ouais. Même si j'ai toujours été avec beaucoup de confiance en moi. Ouais. Et en même temps, tu veux prouver, donc tu veux te rassurer quelque part. Ouais, je voulais aussi montrer, je pense que tu peux y arriver avec des voies différentes. Il y a ce côté où le chemin, il n'est pas tout tracé. De ouf, ouais. Et c'est rigolo parce que tu te retrouves, tu fais un choix audacieux au départ. Tu prends un petit peu de retard, entre guillemets, dans la course, si tant est qu'il y a une course, et où tu te compares aux autres. Et après, d'ailleurs, tu comprends avec les années. Mais encore une fois, les choix que tu fais quand tu as 25 ans ne sont pas les mêmes que ceux que tu fais quand tu as 35 ans, etc., etc. Et je n'ai pas de modèle, moi, dans la vie. Mon modèle, c'est moi dans 10 ans. Et cette phrase, je ne la tiens pas de moi, mais d'un acteur américain qui expliquait qu'en fait, il courait juste après la personne qu'il allait devenir dans le futur. Et je trouve ça très beau comme phrase. Donc ouais, j'ai fait des choix audacieux parfois, de quitter des fois des projets qui étaient au top de leur succès pour justement recommencer et repartir sur un autre challenge. Et oui, j'aime le challenge. Je m'ennuie quand il n'y a pas de challenge, profondément. Mais parce qu'intellectuellement, c'est pas épanouissant. Et j'ai besoin de trouver des problèmes à résoudre. S'il n'y a pas de problème, je m'ennuie. Il faut des problèmes, c'est ça? Et ton truc, c'est ça? C'est de résoudre? Dans ma carrière... En gros, tu es utile si tu fais ça. En 10 années de direction marketing et digital, je voulais résoudre des problèmes. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas un profil qu'il faut embaucher pour juste gérer un existant. Tu n'es pas gestionnaire? Je ne suis pas gestionnaire. Ouais. Je suis bâtisseur. Ouais. J'aime construire. Ouais. Pour construire, il faut savoir déjà avoir une vision, savoir où on va aller. Et puis après, tu poses les briques, tu fais la stratégie, tu conçois, tu designs, tu imagines le futur. Et ensuite, tu bâtis le futur que tu as imaginé. Et à la fin, tu regardes si ce que tu avais imaginé et ce que tu as construit, c'est les mêmes choses. Et est-ce que ça répond aux besoins? Et tu as résolu les problèmes. Le problème de ça, c'est que si tu es bon et que tu résous les problèmes, au bout d'un moment, il n'y a plus de problème à résoudre. Donc après, tu t'ennuies. Alors, tu essaies de... Il y a un biais cognitif qui est énorme. C'est que des fois, tu crées des problèmes. Tu crées des problèmes pour avoir des problèmes à résoudre. Grave. Et mais bon, in fine, quand tu l'identifies, ça, au bout d'un moment, t'es arrivé au bout de ton chemin, entre guillemets, de ton aventure. Et s'il n'y a plus trop de problématiques à résoudre, tu changes de challenge. Tu vas bâtir ailleurs. Tu trouves un autre challenge, exactement. Et dans ta quête de bâtir, là, l'humain, Hugo, mais l'humain, le rapport humain, tu parlais d'avoir très peu d'amis, mais d'avoir un gros réseau social, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, l'humain, dans ta quête de bâtir, de construire, de problématiques, tu le places où? Il est où ton moteur? L'humain, c'est super important. Déjà parce que tout seul, tu fais rien. Tout seul, t'es rien. Je disais toujours ça aux équipes avec qui je bossais. Ouais, mais ça, tous les dirigeants te racontent ça. Il n'y a pas un dirigeant qui va te dire les humains, c'est des connards, ça sert à rien. Oui, mais derrière, concrètement, par exemple, si on parle un petit peu de management, concrètement, ça, tu peux le traduire par plein de façons différentes de fonctionner. La vérité, c'est que si tu n'as pas de l'empathie et que tu ne connais pas vraiment les gens avec qui tu travailles et leurs aspirations propres, leurs rêves à eux. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, une organisation, c'est souvent pyramidal. Il y a un dirigeant d'entreprise, tu es un dirigeant d'entreprise, tu sais ce que tu veux pour ta boîte. C'est ta boîte, c'est ton bébé, tu te donnes à fond, tu travailles H24, entre guillemets, pour arriver à réussir. Tes collaborateurs ne travaillent pas H24 pour ton projet. Ils sont dans une démarche où ils ont leurs rêves, leurs aspérités, leurs objectifs de vie, leur équilibre à eux, et ils vont chercher des choses qui sont distinctes des tiennes. Forcément. Et heureusement. L'idée, c'est savoir comment tu vas les embarquer dans ton projet, tout en leur permettant, eux, de s'accomplir aussi humainement et dans la vie. Et je pense que cette partie-là, dont je suis plus... La connexion entre les deux. Et absolument, elle est souvent négligée. Ouais, de ouf. Alors souvent, elle est parfois négligée. On va être un peu plus
mettre un peu plus de bémol, mais elle est souvent négligée, je trouve quand même. Et c'est ça, pour moi, la réelle empathie. Donc, évidemment, dans une équipe, tu ne peux pas travailler tout seul, tu vas vite, mais tu ne vas pas très loin. Je prends ce petit proverbe, mais qui est bien révélateur quand même. Très clair. Et après, l'humain, c'est des rencontres. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'apprécie depuis déjà quelques années, tu vois. Et en vrai, des prestataires, par le passé, j'ai bossé avec plein de gens. Évidemment, en 10 ans de carrière, tu rencontres plein de gens. Tu ne te retrouves pas dans le sofa de beaucoup de prestats alors que tu n'es plus, qui sont plus tes clients, alors que tu n'es plus client au bout de quelques années. Donc, il y a des rencontres comme ça qui te façonnent, qui sont importantes. Et il y en a d'autres pour lesquelles il y a des gens qui t'intéressent plus que d'autres. Il y a des gens avec qui tu connectes plus que d'autres. Et c'est OK de l'accepter. Par contre, pour moi, c'est toujours très important d'aller chercher à connecter avec un maximum de gens. Parce qu'il y a une richesse d'opinion, bien sûr. Une richesse de diversité de profils, de culture. Ça fait partie de ta quête, ça, finalement. Mais bien sûr. Et encore une fois, je le rapproche de mon environnement d'enfance. Ouais, exactement. Quand tu as été nourri de partout. Mais bien sûr. Et quand tu es dans des pays à l'étranger où c'est toi l'enfant... On ne va pas remettre ça par rapport au contexte actuel, mais un petit peu quand même. Quand c'est toi l'étranger dans un autre pays, quand tu es toi le seul blanc faut t'ouvrir, quoi. Dans un pays où il n'y a que des personnes qui sont en Indonésie, en Amérique, etc. Ce sont des pays dans lesquels j'ai habité pendant longtemps. Quand tu es enfant, c'est toi l'étranger, tu te façonnes par rapport à ça, tu te construis par rapport à ça, mais tu es aussi curieux, ça développe ta curiosité. Est-ce que j'allais dire, tu es curieux de l'autre, quelque part? Énormément. Ouais, c'est ça. Mais après, je suis aussi lucide sur mon fonctionnement, c'est-à-dire que je suis curieux de l'autre, mais l'autre peut aussi m'ennuyer très vite. Ah bah bien sûr. La rencontre, c'est pas que du bonheur. C'est aussi accepter de se dire que, en fait, on est humain et on le disait, j'adore les gens et en même temps, j'ai très peu d'amis, de vrais amis. Ouais. J'ai énormément de connaissances. Mais pour moi, ça fait sens, c'est logique. Voilà, exactement. Et il y a un delta là-dessus qui est intéressant, mais c'est aussi apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne et accepter qu'on fonctionne comme ça. Donc, j'adore rencontrer des gens. J'essaie de connecter avec un maximum de gens possible. Ceux avec qui les connexions sont plus profondes, j'essaie de les cultiver. Exactement. Dans le monde dans lequel on vit, des fois, on oublie de cultiver les relations qu'on apprécie. De ouf, bien sûr. Parce que l'éloignement, la distance, les réseaux... Et le confort. Le confort. Le lien, il est là. Donc, tu te dis, j'ai pas besoin de vie, machin, etc. Et puis, tu te rends compte que finalement... D'ailleurs, c'est rigolo, peut-être pour les gens s'il y a des gens qui un jour écoutent ce qu'on est en train de se dire là, c'est drôle. Posez-vous la question du nombre de fois où vous contactez des gens dans votre entourage juste pour leur demander quelque chose et pas juste pour prendre des nouvelles. Ouais, t'as raison. Le salut, comment tu vas aujourd'hui, il est très rare. Il les appelle de ouf. Salut, ça va, c'est une formule de politesse. Comment tu te sens aujourd'hui, Eric? Tiens, comment tu te sens aujourd'hui, Eric? Moi, je suis bien. Je suis content de passer ma journée avec toi. Écoute, je suis content que tu sois venu, spécifiquement pour passer cette journée ensemble. Et en fait, ce moment, là, il y a beaucoup de sujets, je suis débordé de partout. Et en même temps, t'es mon trou dormant, je l'ai déjà dit. C'est mon trou dormant, t'es ma petite pause émotionnelle, amicale, etc. Avec un vrai moment de partage, une vidéo, là, machin, ce matin, mais un déj tout à l'heure, etc. C'est un vrai... ce moment, il fait du bien. Et en fait, ma quête, on a déjà parlé. Tu mets pause. Ouais, c'est une petite pause. C'est une petite pause qui m'appartient, qui me ressemble quelque part, même pas quelque part, qui me ressemble carrément. Donc c'est donc ça me fait du bien. Et c'est marrant parce que tu réponds sur l'instant présent. Et tu vois, dans la phrase, il y a dans comment tu te sens aujourd'hui, il y a aujourd'hui. Ça t'autorise à dire que peut-être hier tu allais moins bien. Peut-être demain ça ira encore mieux. Ouais, de ouf, bien sûr. L'intérêt c'est que c'est aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui. Et moi, je suis vachement dans cette quête-là de dire, aujourd'hui dans mon entourage, les gens que j'aime, les gens que j'apprécie et les gens avec qui j'essaie d'avoir des relations intéressantes, c'est d'aller chercher comment tu vas, comment tu te sens, mais aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, connectons, ayons des discussions profondes, cherchons un peu de sens, là où on en perd beaucoup. Mais de l'autre côté, si on n'arrive pas à connecter, c'est pas grave. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais ça tombe bien, il y a 8 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui. Alors imaginez le nombre de connexions possibles. Si ça ne fit pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, entre guillemets. Et voilà, donc dans mon parcours, il y a aussi cette soif de rencontrer un max de gens possible, de construire avec le plus de gens possible. Et puis après, il y a des fonctions opérationnelles qui font que j'ai toujours eu cette pensée terrible qui est que quand tu veux relever des challenges, plus tu as une équipe importante, et pour moi, le nombre est important, et plus tu vas pouvoir aller vite et aller loin. Donc voilà. Là, on se parle comme si on se connaissait depuis 10 ans. Alors, c'est presque ça. On va peut-être diviser par 2.
Divisé par 2. Ouais, ça fait 5 ans. 5-6 ans. Ouais. Mais justement, pour expliquer un petit peu, comment tu rencontres Zol? Et je parle bien de rencontrer Zol. Comment je rencontre Zol, c'est marrant, c'est une histoire qui est très drôle. Donc il y a quelques années, en 2018, je change de société, j'intègre une nouvelle société. Et en tant que directeur marketing et digital de cette boîte-là, qui est une belle boîte dans le tennis. Et en fait, il se passe un truc très rigolo, c'est que quand j'arrive, je fais face un peu à ma pyramide, à mon Everest. C'est-à-dire que j'arrive et j'ai le sentiment terrible, je dois mener une transformation digitale. Alors en l'occurrence, c'est même pas une transformation, c'est une construction digitale. Mais il n'y a tellement pas grand-chose, que ce soit au niveau du traitement de la donnée des clients, que ce soit au niveau des outils métiers, que ce soit au niveau des sites web. Il n'y a pas de newsletter, il n'y a pas d'acquisition, il y a très peu de réseaux sociaux, il n'y a pas de production de contenu, il y a très peu de storytelling, mine de rien. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Et en fait, je me rends compte que la tâche à remplir est immense. J'ai l'impression d'avoir un Everest en face de moi. Bon, quand c'est comme ça, en général, soit tu te laisses submerger par l'immensité des actions que tu dois mener, soit tu découpes et tu priorises en disant, OK, bon, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et ce que je fais en fait à ce moment-là, c'est que j'ai plein d'idées, évidemment, et j'allume plein de feux partout. Et je me dis, oula, mais ces feux-là, c'est dans les projets que je lance, il va falloir que je mette du bois dedans, et donc il va falloir que j'ai des équipes aussi qui arrivent, parce que quand j'arrive, je suis tout seul. T'es directeur marketing. C'est Everest et en plus tout seul. Ouais, c'est ça. Et en plus, t'es tout seul. T'as pas les Sherpas, t'as pas. Si on va dans la caricature de l'expédition pour gravir l'Everest, t'as personne, t'es tout seul. Et t'es pas préparé en plus. Donc, l'un des grands enjeux à ce moment-là, c'est de refaire le site web vitrine et les outils métiers qui vont derrière, qui sont utilisés par la force commerciale pour vendre le cœur business. Du stage, avec ses compagnies. Exactement. Ouais. Comment je rencontre Zol? Je vais sur un site, je vais sur Google, comme à peu près tout le monde aujourd'hui en 2024. À l'époque en 2018, ça marche aussi. Meilleure agence web. Et je tombe pas du tout sur Zol. Hein. Je tombe sur un annuaire d'agence web. Bon, classique. Je clique sur la première, je vois un site web, la deuxième, la troisième, la quatrième. Bon, je commence mon benchmark comme ça. Première référence, ok, eux ils ont l'air pas mal. Ah, eux ils ont travaillé pour telle boîte, belle référence. Je fais mon petit benchmark comme ça. Ouais. Et 6 ou 7e site web sur lequel je tombe, c'est le site de Zol. Et là, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé. C'est déjà le site, il n'est pas du tout comme les autres. Les sites des agences web, c'est toujours quelque chose qui est assez classique, traditionnel. Nos prestations, nos métiers, nos expertises, nos références clients. J'arrive sur le site de Zol, rien à voir, que des humains. Des têtes à l'envers, des visages inversés. D'ailleurs, aller sur le site de Zol, c'est encore aujourd'hui l'ADN, hein, clairement. Hein. Et tu venais de le refaire à l'époque, je crois. Oui, exactement. Genre, c'est coup de chance, quoi. J'ai viens dessus 6 mois plus tôt, ça ne marche pas. Quoi. Exactement. Et, on était comme les autres, du coup. Comme les autres, d'accord. Et il y a une colorimétrie que j'aime beaucoup, avec du bleu très profond, qu'on retrouve aujourd'hui partout dans ta charte graphique, des visages à l'envers, un sentiment d'humanité qui me parle. Et je me dis... Et puis, le design est bien léché, il est très arrondi, il est très moderne à l'époque. Il y a ces espèces de bulles un peu qui flottent comme ça, j'aime beaucoup. Donc je cherche le numéro de téléphone et je trouve j'appelle directement ton directeur de clientèle à l'époque. Et j'ai une discussion très sympa avec ce gars-là, qui était très humain d'ailleurs, complètement à ton image pour le coup. Je tombe sur donc j'ai une discussion de 30 minutes avec Kevin en l'occurrence. Et on a un super échange sur mon besoin. Et il me pose plein de questions. Et je lui explique vraiment ma problématique. Ben voilà, je viens d'être embauché. En fait, ça fait même pas 4 mois que j'ai commencé. J'ai promis que j'allais changer les outils. Maintenant, je sais que ça va prendre du temps. Mais moi, j'ai une saison business qui va commencer dans 6 mois. Donc, il va falloir qu'on construise un outil ensemble. J'ai plein de problématiques. Il va falloir le livrer en moins de 6 mois. Il faut qu'on respecte mon budget. Bon, bref, il m'écoute. Et... bizarrement, c'est rigolo, souvent c'est le prestataire qui se déplace chez le client pour présenter. Et il s'est passé un truc très rigolo, c'est qu'au bout de 30 minutes, je leur ai dit, j'ai fini le call en disant ok, bougez pas, j'arrive. Moi qui étais à Nice. À Nice, oui, exactement. Ouais, à Nice, à Sophie Antipolis pour être exact. Et vous qui êtes à Lyon, voilà, j'ai pris mon petit avion et puis je suis venu le lendemain ou le surlendemain, je crois. Donc je suis venu vous rendre visite dans vos locaux. Pourquoi? J'avais besoin de voir 3 choses. 1, est-ce que ce ressenti humain était vraiment réel? Important, ça, t'as raison. 2, j'allais jouer en tant que CMO une partie de ma crédibilité sur le prestataire avec qui j'allais travailler. Ouais.
C'est pas un choix qu'on prend à la légère. Au-delà d'un choix engageant pour l'entreprise, je parle à tous les potentiels CMO, CDO qui pourraient nous écouter, ou tous les chefs de projet ou donneurs d'ordre chez les annonceurs qui embauchent ou qui font travailler des prestataires. À un moment donné, c'est sa crédibilité personnelle aussi qui est engagée quand on devient un prestataire aux yeux de son dirigeant. Et donc, il ne faut pas se rater sur ce choix-là. Donc, on confie son avenir professionnel d'une certaine façon à un prestataire qu'on ne connaît pas ou qu'on a presque jamais. Donc, tu veux te rassurer sur ce truc-là déjà. Donc, l'humain. Ce que tu as ressenti, tu veux le vivre. Je veux le vivre. Ouais. Je veux savoir si le gars qui me dit qu'il va me livrer mon projet, je veux le sentir dans les yeux. Je veux serrer la main. Je veux manger avec lui. Je veux savoir si humainement il va me la faire à l'envers ou pas. Si c'est aligné entre ce qu'on est aligné ce que tu as vu sur la vitrine, entre guillemets, et ce qui se passe derrière. Exactement. Et parce que ce que j'allais te dire, là, quand tu dis en gros, tu as fait 6-7 sites. Et puis le 7e, c'est celui de Zoll. Et puis là, tu dis, OK, j'appelle. Donc ça veut dire que tu n'appelles pas les autres déjà. Ah ben au final, c'est terrible parce que c'est marrant pour ceux qui... S'il y a des gens qui me connaissent un peu, je ne suis pas du tout dans le genre à ne faire qu'un seul choix. C'est-à-dire que j'aime bien avoir des options A, option B, option C pour choisir. Ouais. C'est peut-être une des rares fois dans ma carrière où... Tu as acté d'un coup. Où j'ai acté un choix structurant. Ouais, de ouf. En plus, pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, énormément structurant, puisque aujourd'hui elle est encore cliente de Zoll, 6 ans après. C'est son outil métier principal. Et c'est peut-être une des rares fois où j'ai fait le choix du prestataire sans avoir d'autres prestataires à côté. C'est ouf. Et merci pour ça d'ailleurs. Mais juste une question. Parce qu'en l'occurrence, je ne me suis pas trop trompé. Donc, j'espère. Non, mais les sites où tu as des gueules d'humains, tu as des jolies couleurs, il y en a quand même un paquet. Donc, comment tu expliques le fait que tu es au point de dire, en fait, d'habitude, j'aime bien avoir le choix, et là, j'ai acté quasiment sur un coup de tête ou un coup de cœur, je ne sais pas, peu importe le terme. Mais... Oui, alors après, il y a aussi un truc, c'est que dans la vie, il faut prendre des décisions parfois rapidement, et surtout, quand tu es convaincu à 100%, pourquoi laisser traîner la décision ? Ouais, alors, qu'est-ce qui te convainc à 100% ? Tu as vu un site avec des mecs avec la tête à l'envers ? Alors, à 100% de passer un appel, quand je vois le site web. Ouais. Peut-être que c'est le wording utilisé, je ne sais pas, vos claims à l'époque dessus de votre identité, de votre ADN. Mais je pense que c'était simplement juste, le design m'a beaucoup parlé. Okay. Les visages à l'envers, les visages de vos équipes à l'envers et le design. Voilà, la somme des deux me convainc d'appeler. Okay. Le speech de ton directeur de clientèle à l'époque, en 30 minutes, me convainc, il me convainc de venir vous voir. Okay. Et ensuite, derrière, la rencontre humaine, le fait de voir le plateau technique de développeurs, le fait d'échanger avec toi énormément à l'époque, de déjeuner avec toi, de passer un bon moment, et ensuite de construire une belle relation, là, derrière, ça me convainc. Après, derrière, je rentre chez moi. Derrière, il y a la propale un peu, tu sais très bien comment ça fonctionne. Il y a la propale chiffrée, il y a les temps d'engagement, les délais, qui sera les équipes, etc. Je sympathise très bien, je connais très bien avec le lead développeur à l'époque sur le projet. Qui bosse sur ton projet. Exactement, qui est un mec formidable, il le sait. Qui est toujours là. Il est toujours chez toi. Il se reconnaîtra si un jour il voit cet échange. Benjamin, je t'aime. C'est beau ça, Benjamin, je t'aime. Oui, bien sûr. Et non, mais c'est ça l'humain aussi. Je suis d'accord. Là, tu prêches un convaincu. Donc et puis, tu sais, c'est marrant, les développeurs, c'est des mecs qui bossent dans l'ombre. Et en fait, je ne sais pas si beaucoup de clients, finalement, se souviennent parfois que s'il y a eu du succès, c'est toujours facile quand tu es, toi, le directeur marketing, tu as embauché un prestataire. Si ça marche bien, tu vas voir ton patron et tu dis « Hey, j'ai envoyé, quoi. Je veux bien bosser, hein. T'as vu comment je suis fort ?» Bon, en fait, il y a le prestataire qui est fort aussi. Mais... Et puis, quand ça ne marche pas, à l'inverse, le salaud, quoi. Combien ? Ouais, mais le prestat, il fait que de la merde en ce moment. On va le changer, de toute façon, on change. Ouais. Il y a un côté comme ça, mouchoir, je prends, je jette, qui est parfois un petit peu dommage, je trouve, dans les échanges entre clients et prestataires, surtout dans le web. Donc là, en l'occurrence, c'est une relation qui s'est construite sur 6 ans, 5 ans, et qui était profondément humaine. Donc quand je reviens, je suis convaincu humainement que j'ai envie de bosser avec vous. Après, il y a la proposition chiffrée, ça va dans le budget. Vous êtes toujours engagé. Et je pense qu'il y a la notion d'engagement, elle est importante, de sincérité. On va livrer dans les temps. On va faire en sorte de livrer dans les temps. Moi, mon délai, t'étais short. Hein. Bien sûr. Et encore une fois, quand un business, ça tourne. Et s'il faut livrer en mai, il ne faut pas livrer en juin. Parce que peut-être qu'en juin, il y a 1 million d'euros. Tu as ressenti cet engagement ? Ah ben, énormément. Au-delà de tenir les délais, bien sûr. Parce que entre ce qu'on te promet au départ et puis ce qui se passe, mais après, cette dimension sincère que tu évoques, tu l'as ressentie ? Oui, parce que je ne sais pas si tu te souviens, la toute première chef de projet que tu avais sur le projet, Caroline, je crois, était extrêmement carrée là-dessus. Ouais, de ouf, ouais. Et elle avait une énorme empathie par rapport aux clients, peut-être même presque. Elle est très presque trop. Ouais. Elle aurait presque mérité de travailler pour le client plus que pour le prestataire. Très empathique. Mais très empathique en revanche là-dessus.
Et donc après, c'est un alignement. Tu as des développeurs qui sont empathiques, qui comprennent le besoin du client, un chef de projet qui est empathique, piloté par un patron qui est toi, qui est extrêmement à l'écoute de ses clients aussi, qui sait entendre quand ça va et quand ça va moins bien. En 5 ans de collaboration, évidemment, il y a eu des moments où je t'ai appelé et j'ai dû être pénible pour être gentil. Casse-couille. Casse-couille. Mais c'est comme tout client qui fait le job à un moment donné. Ce que tu disais tout à l'heure sur le lien à l'autre, le lien à l'autre humain, c'est ça. Tu as forcément des hauts, des bas, des trucs que tu aimes moins à un certain moment, et c'est normal en fait. Et ça s'applique à une collab de la même manière. Tu as un devoir de sincérité, de transparence. Mais je suis convaincu de ce truc-là. Ouais. Des deux côtés. Ouais. En vrai, j'ai pas la réponse à ta question. J'en sais rien. Juste, tu as ressenti un truc. Ouais, j'ai ressenti un truc parce que. Ça peut pas être que la photo. Des boîtes qui montrent de l'humain, des équipes, des machins, il y en a plein. Des boîtes qui se revendiquent en disant l'humain. Si tu veux, l'humain au centre de la transfo, machin. Toutes, elles disent ça. Toutes. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ressens un truc différent? Je sais pas. Ou juste t'as ressenti? Ouais, j'ai ressenti. T'as ressenti, t'as dit c'était irrationnel. C'est du réflexe en fait. En fait, je regarde le site et là je suis convaincu qu'il faut que j'appelle pour en savoir plus. Trop bien. C'est ça en fait le déclencheur. Ça m'a pas convaincu de signer. Ça déclenche quelque chose chez toi. Exactement. J'ai pas été convaincu de devenir client du jour au lendemain. Ok. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Ok. Donc attends. Non. En plus j'ai un truc très drôle. Oui. Attends. Vas-y. Ouais. Non. Oui. Toi. Toi d'abord. Tac. Très bien. Donc ça c'est que ça en 2018-2019. Ouais. Ok. Maintenant, 5 ans plus tard, comment tu l'expliques? Alors je vais répondre parce que. Non. Comment tu l'expliques? J'en sais rien. Bah vas-y. Tu te démerdes. Je suis retourné sur ton site. Ouais. Il est encore mieux qu'avant. Il m'a provoqué encore plus d'émotions qu'avant. Et je vais te dire pourquoi. Pas d'érection, d'émotion. D'émotion. Ok. Je suis retourné sur le site 5 ans plus tard. Ah, non, mais ouais, c'est génial. En fait, je voulais voir un peu comment tu l'avais fait évoluer. C'est le même ADN, mais tu as rajouté un truc qui est pour moi génial. Tu as mis, tu sais, tes 10 commandements, mais de toi, de la boîte. Ouais. Tu as mis tes 10 commandements. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils sont tous écrits avec empathie. Pour le client. Il y a écrit, en fait, c'est les commandements peut-être de tes collaborateurs finalement. C'est tu n'arnaqueras pas le client sur son budget. Quand tu diras une deadline, tu la tiendras. Ouais. Si tu t'engages sur un budget, tu le respecteras. Tourner vers l'autre. C'est tourner vers l'autre. À un moment donné, tu dis je. Enfin, non. tu t'adresses à tes collaborateurs. C'est notre métier. Mais c'est votre métier qui est transparent pour les clients et qui est dans un engagement d'authenticité. C'est n'importe quoi ce que je raconte. Mais non, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que tes commandements pour tes clients sont à destination des clients. Et il y a un volet très empathique là-dessus qui, quand je l'ai relu, je t'ai envoyé même un screenshot. Exactement. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Parce que c'est exactement ce qu'un client a envie d'entendre ou de lire. Ouais, mais d'accord. Mais ça, et je te garantis, ça n'est pas écrit sur tous les sites de tous les prestataires. Ouais, mais alors peut-être qu'ils vont regarder l'interview. Ils vont tous s'acheter. Ouais, mais du coup, ce qui fait qu'on est singulier, c'est quoi? C'est de finalement l'avoir écrit et de le faire, que tu l'as ressenti, que tu l'as vécu. Je pense que de toute façon, quand tu commences une relation avec un prestataire, tu es convaincu par certains facteurs, certaines raisons. Ce qui fait que la relation va durer dans le temps et que tu vas construire dans cette relation avec le prestataire, c'est de le vivre, ou avec le client dans l'autre sens, c'est de mettre en œuvre les principes dans lesquels tu crois. Ce qu'on s'est raconté, quoi. La promesse. Exactement. En fait. On te promet ça, mais regarde, dans les faits, on la tient, la promesse. On te dit qu'on est humain, regarde, on est vraiment humain. Okay. On te dit qu'on va passer des bons moments ensemble et qu'on va essayer de faire en sorte que passer des moments. Mais on va vraiment passer des bons moments ensemble. Tu dirais qu'on est engagé? Ouais. Toi, tu es en mission. Moi, je suis en mission. Ah ouais, tu es en mission. Tu es en mission pour évangéliser une certaine pratique du digital. Qui est quoi? Comment tu la définirais? Pas de bullshit. On ment pas. On va pas te promettre de faire comme les autres, on va juste écouter. En fait, t'es un mec qui écoute. Et c'est rigolo parce que je pense que c'est même le sens même de la prestation pour un client. Le client, il veut quelque chose, ou des fois, il ne le sait pas forcément. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « n'écoute pas ce que les gens disent, entends ce que les gens pensent ». Ah, de ouf. Mais t'as 100% raison. Ça, c'est super important. Ouais. Je pense que tu es dans cette démarche-là. Et je pense que tu le revendiques. Que tu veux l'évangéliser auprès des autres agences. T'as raison. T'aimerais que tout le monde soit comme toi dans le métier. Ouais, de ouf, t'as raison. Finalement, c'est vrai, très juste. Mais oui, c'est vrai. Tu m'as jamais dit ça, mais t'as raison. Et c'est ça qui fait ta... C'est bien quand tu bois, tu dis la vérité, c'est incroyable. Ouais, l'alcool est à consommer avec modération. Nous avons bu 2 verres de vin lors du déjeuner ce midi. Non mais c'est important ça. Ouais, c'est vrai. T'es en mission là-dessus. Ouais, t'as raison. Tu brandis ton étendard en mode, moi je crois que c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. Et c'est comme ça qu'il faut faire tourner les agences web. Malheureusement, tout le monde ne fait pas comme moi. J'aimerais que plus de gens fassent comme moi. Ouais, c'est vrai. Et
je serais curieux de connaître un petit peu s'il y avait des chiffres dans la moyenne du business, tu vois, le temps moyen avec lequel là, ça veut dire le temps moyen avec lequel. Non, Vas-y, on s'en fout. Bon, peu importe, le temps avec lequel tu bosses avec un client. Ouais. Ta durée de vie client, Ouais. ta LTV client. Je pense qu'elle est très longue. Ouais, très longue. Je pense que tes collabs, je me souviens de quand on a commencé à bosser ensemble en 2019, tu avais un certain nombre de marques avec qui tu bossais. Ouais. C'est encore tes clients aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Les noms, je les revois, je les Ouais. entends. Quand on discute, tu m'en parles. Donc ces références clients-là, elles ont travaillé avec toi sur le long terme. Quand tu signes un client, tu signes pour plusieurs années souvent avec lui. Mais c'est une rencontre. Parce que c'est une rencontre et qu'elle se passe bien. Exactement. Non mais c'est important, c'est une rencontre évidemment, mais elle se passe bien derrière. Les mots sont suivis d'actes. Ouais, mais il y a un truc que tu disais tout à l'heure très justement. Tu disais en fait, il y avait tu parlais de réciprocité entre le client et le prestataire, d'être sincère l'un et l'autre. Parce que des fois, Oui. le client, il peut très bien être dans une posture en mode, si ça marche, c'est moi. Oui. Dire market, dire Oui. digital. Oui. Si ça marche pas, c'est le prestat, Oui. c'est un connard, Ah, ça, il n'a pas géré. C'est un grand classique, ça. C'est un classique et j'en change et c'est réglé. Oui. Et tout en oubliant que en fait, j'ai oublié de lui dire ce dont j'avais besoin, j'ai oublié d'admettre mes erreurs à moi. Oui. Il y a tout ce truc-là. Et toi, ce que tu dis, c'est en gros, il faut une démarche sincère, réciproque et sincère. Oui, mais dans la vie, tu n'obtiens que parce que tu as donné avant. Moi, je crois dans ça. Tu donnes, donc tu reçois. Ouais. Tu donnes pas pour recevoir. Tu donnes tellement convaincu sans de ce que tu dis. arrière-pensée. De ouf. Et on reçoit peut-être ou pas. Ouais. Mais T'as plus raison. on a donné et plus on a tendance à recevoir. On pas. peut imaginer que c'est ça. Ou pas. Mais Ouais. si tout le monde pense comme moi, alors ça sera le cas. Ouais, t'as raison. Si tout le monde pense comme toi, alors ça sera le cas. Dans une relation de travail entre un prestataire et un client, ça va dans les deux sens. Ouais. Le devoir de sincérité, de transparence, d'honnêteté du prestataire qui conseille le client ou qui met en œuvre des chantiers techniques, digitaux, de transformation, de sites web, de RP, de métiers, d'outils métiers, pour le client, il a des devoirs, il doit respecter le budget du client, il doit respecter la timeline du client, il doit être honnête avec le client, s'adapter, être un bon conseiller, être de bons conseils sur les écueils techniques. Empathique, machin, tout ça. Avoir de l'empathie, savoir entendre le besoin. Ouais, de ouf. OK. Mais c'est pas que ça l'enjeu. L'enjeu, c'est aussi pour le client de savoir et de comprendre aussi quelles sont les problématiques de mon prestataire. Parce qu'il en a aussi. Il a des collaborateurs qui viennent. Des fois, il y a des gens qui partent de son entreprise, il doit les changer. Il y a des nouveaux qui arrivent. Il a des ressources à gérer. Il a des ressources humaines à gérer. Il a une rentabilité à tenir. Je ne peux pas lui demander la lune, toujours au même prix. Si je le saccage, en fait. Sinon, je le mets en difficulté aussi. Et puis, lui aussi, il a ses emmerdes, ses problématiques. Donc, il y a aussi de l'empathie de la part du client vers son prestataire. C'est ça que tu dis. Elle doit être réciproque et c'est facile pour moi, pour le coup, d'en parler. En étant client, c'est aussi notre devoir, nous les clients, d'avoir une certaine forme d'empathie envers nos prestataires, quand nos prestataires jouent le jeu de l'humanité, de la sincérité, de la transparence. Et ça va dans les deux sens. Ça n'empêche pas d'être exigeant, rigoureux. J'ai été bien sûr. pendant 5 ans. Bien sûr que c'est il faut. Bon, et exigeant. Et on a négocié plusieurs fois commercialement. De ouf. Mais malgré tout ça, on est sur une relation où il y a un échange et il y a un aller et un retour. Ouais. Et quand c'est vertueux et que vous, le prestataire, vous gagnez, le client gagne et à l'intermédiaire qui est le salarié, le décideur salarié, mais tout de même salarié, qui porte le projet de transformation et qui envoie les résultats derrière et qui peut en recueillir, entre guillemets, les lauriers, les fruits, à titre personnel dans sa carrière, à un moment donné, c'est un triangle vertueux et tout le monde en bénéficie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est chouette ce que tu dis. Juste un truc, pour revenir à... Parce que là, tu parles de récolter les fruits, de décisions, et finalement d'avoir porté des choix et d'avoir incarné même des choix. Il faut du courage pour ça. Et en fait, c'est exactement là où je voulais te questionner. C'est qu'en fait, au début... C'est trop facile. Ce que tu racontes sur quand tu arrives chez Moura et que tu te retrouves devant l'Everest, machin, ce que tu racontais tout à l'heure, et que tu te dis, OK, en fait, j'ai une montagne de chantiers digitaux à mener, avec des enjeux colossaux, des choix monstrueux, j'ai peut-être du budget, du machin, mais n'empêche que il faut que je porte un peu mes... Voilà. Oui, complètement. Et avec une roadmap ultra serrée, parce que on est fin d'année et tu as une roadmap au mois de mai, tu as les début de ta saison. Le début de ta saison, exactement. Et ce que tu dis, tu parles de courage, et je suis d'accord avec toi, mais c'est intéressant que tu en parles. Qu'est-ce qui fait que tu actes de partir sur un truc, démarche sur mesure, et je veux bien que tu en parles de ce truc-là, plutôt que de solutions, finalement, où tu vas aller, c'est moins cher, c'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois où je veux en venir? Oui, très très bien. OK.
Déjà, quoi qu'il en soit, sur des décisions structurantes comme ça, il faut du courage, de l'audace et un peu de témérité, je trouve, pour aller voir sa direction et dire « Ok, vous aviez ce système-là pendant 10 ans, il apporte ce qu'il apporte, il a ses défauts, il a ses faiblesses parce qu'il ne peut pas évoluer, vu qu'il est dans un carcan qui est rigide, beaucoup trop rigide. Ouais. Je prends l'exemple souvent d'une maison avec ses murs porteurs. Ouais. Les solutions qui sont industrialisées, qui sont tout le temps les mêmes, les murs porteurs sont très porteurs et on ne peut pas trop faire comme on veut, voire on ne peut pas du tout. Mais il existe. Et donc, il faut avoir du courage quand tu vas voir ta direction pour lui dire « Attends, on va enlever tout ça et on va construire un truc sur mesure. On va partir de zéro. L'outil n'existe pas. On va le faire pour nous, qui répond à notre cahier des charges et à nos besoins et à nos contraintes. Et on va le livrer dans les temps avant la saison business. » La seule réalité, c'est que si on se foire, en fait, moi, simplement, je joue ma tête, tout simplement. Ouais. Donc, tu viens simplement dire à ton patron, fais-moi confiance, mais, entre guillemets, j'assumerai les conséquences. En réalité, quand tu es salarié, tu n'assumes rien du tout financièrement. Non. Donc, tu vas juste, au pire, tu vas t'en aller, quoi. Tu vas assumer ta carrière. Donc, tu assumes ta vie personnelle, entre guillemets, simplement. Donc, il faut du courage et de l'audace, et évidemment un petit peu de folie ou peut-être de témérité pour aller porter ces projets-là. Mais c'est aussi notre devoir. Et on a ce job-là de le faire. Ouais, de ouf, je suis d'accord avec toi. Mais comment t'expliques le fait Pourquoi sur mesure? Ouais, parce qu'en fait, justement, c'est ma question. Parce qu'en fait, tu as un dirigeant qui souvent, tu me diras si tu es d'accord avec moi, tu as souvent un dirigeant qui te dit « ma boîte, c'est la meilleure, on est différente du reste du monde, etc. » Et en même temps, quelque part, parce que tu as une roadmap, un budget que tu veux essayer de maîtriser et de réduire au maximum. Donc, quelque part, le dirigeant, il peut te dire « Ok, on est singulier, on est différent, on est les meilleurs. Par contre, fais au plus vite et au plus simple et de manière générique. » Et comment toi, tu arrives à rentrer dans ce truc-là? Moi, j'ai toujours perçu mon métier en considérant qu'il était de mon devoir, de ma responsabilité, de présenter les conséquences des choix, autres que les choix. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas juste de dire on va le faire sur mesure, ça va coûter 100, alors que si on prend un outil générique, ça va coûter 30, et si on garde le même, ça va nous coûter 0 finalement. C'est pas juste ça le choix. Le choix, c'est aussi de dire, en prenant la voie 1, en faisant du sur-mesure, même si ça coûte plus cher, parce qu'évidemment, on part de 0, entre guillemets, dans le futur, à 1 an, on pourra faire ça. À 2 ans, on pourra faire ça. À 3 ans, on pourra faire ça. Dans la solution 2, si on prend un outil générique, préfabriqué, il nous permettra de corriger ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Mais par contre, ça, il ne le fera pas. Et il ne le fera jamais. Ça sera jamais possible. Dans 3 ans, il ne faudra pas, vous, la direction, venir me voir, moi, CMO, pour me dire « Ah, mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé ?» Non, si, on y avait pensé, mais l'outil ne correspond pas. Et peut-être que dans 3 ans, ça sera un sujet qui est fondamental. Et il faudra alors changer d'outil pour un système. Exactement. Donc, on revient sur ce sujet des murs porteurs. Ma solution 1 sur mesure, elle essaye de s'affranchir d'un maximum de murs porteurs. On va le penser de manière intelligente. OK, avec ce coût, cette timeline, cette roadmap, et on le livrera dans tel délai. Et je m'engage sur le délai, parce qu'il faut toujours s'engager dans le délai. Le sujet numéro 2, il a moins de murs porteurs, mais il aura quand même des murs porteurs et on ne pourra jamais casser. Un mur porteur, c'est un mur porteur, il ne faudra pas me demander demain d'enlever ce mur porteur, on n'y arrivera pas. Et le troisième sujet, si on ne fait rien, on est dans une forme d'inertie, on a fait comme ça pendant 10 ans, on peut très bien continuer comme ça pendant 10 ans. La seule chose, c'est qu'après, j'en appelle à quelque chose qui est juste du bon sens. Si on veut être leader de son secteur, leader de son marché, leader de son business, ou simplement déjà se démarquer, avoir une unicité qui nous est propre. Tu parlais donc de ce client, évidemment, c'est l'Académie Mouratoglou qui vend des stages de tennis. Les stages de tennis Mouratoglou sont censés être les plus beaux stages et les meilleurs stages de tennis au monde. C'est le Louis Vuitton du stage du tennis. Alors, le panier moyen est très haut, la clientèle, elle est aisée, pas de problème. Exigeante. Mais donc, elle est exigeante et elle a un degré d'exigence qui est extrêmement important. Et ça passe, évidemment, ce degré d'exigence et cette notion de performance aussi, à l'image de Patrick Mouratoglou, qui est toujours dans la recherche de la performance et de l'excellence. Dans le parcours de réservation, l'outil métier qui permet de vendre ces stages doit être à la pointe de l'innovation, dans une excellence sur son parcours utilisateur, dans une forme de performance au niveau de la rapidité sur le parcours d'achat, doit faciliter la prise de décision du client personnalisé. On rappelle que des gens qui achètent des stages de tennis, quand ce sont des adultes pour eux-mêmes, le degré d'exigence il est un petit peu moindre, mais j'en appelle à tous ceux qui ont des enfants. Quand on réserve un stage pour son enfant et qu'en plus on l'envoie
avec un hébergement. Il y a presque une dimension irrationnelle. Comme une mise à vacances. Il y a une dimension irrationnelle, ça touche à l'affect. Bien sûr. Et mon enfant, j'ai envie de savoir où est-ce qu'il va dormir, qui va l'encadrer. Donc, le digital doit servir ça. Donc, tu dois répondre à toutes les interrogations qui existent. Et quand bien même tu n'y réponds pas, alors le commercial au téléphone va prendre la relève, et c'est là qu'il va compléter le digital. Mais le commercial lui-même, il a ses outils de vente, il a son outil métier, son ERP, avec la gestion des stocks, les prix variables, les disponibilités, donc, lui aussi, les options. il faut être empathique vis-à-vis de lui. Exactement. Et donc, il y a un énorme travail aussi avec les équipes métiers qui sont en interne, qui sont pour faire des outils qui leur correspondent. Bien sûr, pour faire des outils qui leur correspondent et qui va les rendre les plus efficaces possibles, mais pas sans en les incluant un minima dans le processus. Dans la conception. Bien sûr, parce qu'au début, tu vas changer son outil de travail au commercial. Donc, dans l'immédiateté, il sera peut-être plus lent parce que l'outil est différent et ça fait 3 ans il pianotait comme ça sur un logiciel qu'il maîtrisait par cœur. Il faisait 18 clics pour vendre une option supplémentaire, mais comme il savait exactement quel était le chemin, il allait très très vite. Tu peux réduire par 3 le nombre de clics pour arriver au même résultat, avec une expérience qui est optimisée. S'il n'a pas l'habitude au début, il ira quand même moins vite. Exactement. Donc ce temps d'adaptation du commercial, tu dois avoir de l'empathie pour lui. Et tu dois l'embarquer sur un process où tu vas essayer de faire en sorte qu'il se rende compte qu'il y a des avantages. Et souvent, ça passe par tu pourras faire ça aussi, tu pourras faire ça aussi. Sûr. Ça, tu n'auras plus besoin de le faire. Donc comme c'est de la co-conception et la co-conception. Et puis tu écoutes. Et puis des fois, je suis assez adepte de ça. Ah, on aimerait bien avoir cette fonctionnalité-là. Alors, ce n'est pas non plus la liste du Père Noël, mais parfois, il y a une fonctionnalité comme ça qui va être la fonctionnalité phare. Tu sais que celle-là. Ça entraîne de l'innovation, ça que tu dis un petit peu? Non, tu vas avoir de l'empathie. Celle-là, elle est très demandée par l'équipe métier. Elle n'est pas 100% indispensable, peut-être, mais tu vas quand même l'inclure. Donc l'adhésion, l'adoption. Parce que ça facilite l'adoption. Okay. Exactement. Tu ne vas pas être dans le clientélisme systématiquement parce que tu ne peux pas. Non, tu as raison. Mais c'est bien de l'être un tout petit peu parce que ça favorise énormément l'adhésion des équipes. De ouf. Dans une transformation ou dans un changement. Tu dirais que c'est ce qui manque de manière générale, si tu sors un peu de Moura et de tes différentes expériences, si tu regardes un petit peu de manière avec un peu de prise de hauteur, tu dirais que c'est quelque chose. Parce que tu as parlé de courage, de porter cette démarche-là auprès des dirigeants. En parlant de courage, il y a un truc qui est hyper important. Pour notre réputation personnelle, c'est souvent plus facile d'échouer en respectant les conventions sociales et les normes. Et quand on parle de normes, on parle d'outils tous uniformisés. Si je caricature, on va moins me reprocher en tant que responsable. Je m'adresse par exemple à des responsables e-commerce. Si je mets en place demain un Shopify en tant que directeur e-commerce et que j'échoue, il y a la marque en fait. On ne va pas me reprocher grand-chose. Si je réussis en ayant mis un outil sur mesure, je prends mon courage à deux mains. Je mets un outil peut-être qui serait moins utilisé, moins connu, moins marketé, moins normé. Si j'ai du résultat, on ne le mettra pas sur le compte de mon choix audacieux, en plus. Et par contre, si j'échoue, ça sera parce que j'ai été contre la norme. Donc c'est vraiment du courage. Et là, par contre, on va vraiment me le reprocher. Donc il y a vraiment une dose de courage, pour le coup, à sortir de ces sentiers battus. Mais il se passe quoi? Parce que si ça cartonne, au coup, si ça marche, et tu l'as vécu, toi, pour le coup, si ça cartonne, du coup, qui récolte le mérite? Ça dépend de la personnalité de la personne qui a apporté le projet. Et du dirigeant. Et du dirigeant. En l'occurrence, je peux parler pour mon cas. Moi, j'ai ma personnalité. Je vais dire youpi, youplala, je suis un génie. Mes équipes avec qui on a travaillé, les collaborateurs, on est tous des génies, on a bossé dur. Mais en vérité, il y a aussi le dirigeant d'entreprise, le directeur général qui a validé, qui a dit « Attends Hugo, je crois que tu tiens quelque chose, j'y connais pas grand-chose, mais je te fais confiance. » C'est peut-être lui le génie plutôt, puisque c'est lui qui a validé in fine. Et lui aussi a pris une décision en validant ce sujet-là. Donc finalement, il y a l'incarnation côté du dire market, dire digital. La lumière va se porter sur celui qui a porté le projet. La vérité, c'est que là, c'est la réussite de tout le monde. C'est la réussite des équipes, des chefs de projet, des développeurs. Si le développeur il fait n'importe quoi et que l'idée était brillante, ça sera codé comme les pieds et il y a pas de, ça marchera à moitié, il y aura des bugs, etc. Machin. Si le prestataire vend n'importe quoi, respecte pas les délais, il met en difficulté le client. Si le client ne paye pas dans les temps, il met en difficulté l'entreprise. À tous les clients, payez vos prestataires dans les temps. Ça fait partie de la relation de confiance. On exige toujours que le prestataire livre dans les temps et le client, lui, parfois, dans certaines entreprises, peut se permettre de payer très longtemps après. Non, respectons les prestataires aussi. Ça marche toujours dans les deux sens. Mais si ça réussit, c'est le succès de tout le monde. La lumière se portera peut-être sur un ou sur l'autre. Celui qui a le plus incarné, en fait. Exactement. Aujourd'hui, on échange sur ce sujet-là. Je suis assis dans le fauteuil. Mais la vérité, c'est que celles et ceux qui ont travaillé sur le projet pendant 5 ans auraient pu aussi être dans le fauteuil et t'auraient raconté la même histoire. Voilà. Et
Et en termes, parce que là, on parle beaucoup d'incarnation et de démarche, etc., presque de mindset, mais en termes de résultats efficients, de résultats, pardon, factuels, Ouais. tu dirais quoi? Alors, il y a deux choses. Businessment parlant, il y a eu un impact énorme. Alors, je sais qu'on voudrait des vrais chiffres. Je peux donner quelques chiffres, oui, mais je ne peux pas tout dire. Non, je sais. Par confidentialité, comme beaucoup de gens et tout le monde le Non, mais en termes de ratio, peut-être en termes de... Le chiffre d'affaires a doublé en 3 ans. Pas que grâce au système, par plein de leviers, plein de choses. Le nombre de stages vendus en ligne versus avant pris uniquement au téléphone, le ratio a augmenté. Mais ça a permis aux commerciaux d'être plus disponibles pour les cas les plus difficiles. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire... C'est vertueux, en fait. Oui, on n'est pas en train de dire « Ah, grâce à ce nouvel outil de vente, les commerciaux ont eu moins de clients à gérer. » Non, je ne le vois pas comme ça. Ils ont eu plus de temps pour gérer les cas difficiles. Ouais. Donc, leur taux de transformation, à eux, c'est aussi amélioré. Et puis, évidemment, le back-office pour les commerciaux a facilité leur travail. Ouais, bien sûr. Et puis après, il y a des effets extrêmement bénéfiques. Un outil sur mesure, bon, en l'occurrence, on a fait un système de prix variable sur ces stages, parce qu'à partir du moment où tu es rempli, bah, tu te dis juste, comme dans les avions, comme dans l'aviation, comme dans l'hôtellerie, c'est le principe du yield, tout bêtement. Ouais. Tu montes tes prix en fonction de ton remplissage. C'est quelque chose qu'on a appliqué sur le remplissage des stages à l'Académie Mouratoglou. En fonction de la période à laquelle tu réserves, les prix ne sont pas forcément les mêmes en fonction du remplissage. Bon, bah ça, l'outil sur mesure a permis de mettre en place ce système-là. Et évidemment, derrière, bah, quand tu mets en place ce genre de fonctionnement, tu génères plus de marge, potentiellement. Et donc, tu as un impact business qui est évident. Donc, c'est énormément de choses. Mais il y a même des choses qui ne se voient pas. Tu vois, par exemple, les exports comptables ont été facilités pour les équipes comptables. Parce que sur mesure, par rapport à leur travail. Vu que tu fais un outil sur mesure, bah, si ton équipe comptable a envie de travailler avec juste un export de ce format-là, pile poil, tu peux lui faire. Je leur fais. Et donc derrière, bah, en fait, elle gagne un peu plus de temps. C'est souvent des choses qu'on ne chiffre pas, qu'on oublie de rajouter dans l'équation de c'est un écosystème, en fait. Mais c'est un écosystème complet. À partir du moment où tu fais du sur-mesure, tu peux faire ce que tu veux. Si en plus tu le fais bien, après derrière cet outil, tu vas le brancher à tous tes autres outils, à ton CRM, à tes outils de marketing automation, aux réseaux sociaux éventuellement, à l'application du client qui va utiliser sur site. Il y a 1000 connexions possibles, en l'occurrence à l'époque sur ce projet-là. Et donc, comme tu l'interconnectes avec tous tes autres outils, bah, finalement, tout ça est logique pour le client. Tout est un écosystème qui est bien maîtrisé. Et à la fin, je crois que c'est l'entreprise qui en bénéficie. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, bah, l'outil est toujours là et il a évolué dans le temps, mais il est mature, pérenne et je ne suis pas persuadé qu'il soit enlevé demain de l'entreprise. De manière plus générale, tu dirais quoi, si on fait des raccourcis, entre le générique qui est quand même l'uniformisation, la temporisation, l'IA, machin. C'est quoi ta lecture de l'évolution du digital, des besoins des entreprises? C'est quoi ta lecture d'aujourd'hui? Parce que ce n'est pas ta première expérience. Tu en as une nouvelle aujourd'hui, tu en as eu d'autres avant. Ouais. C'est quoi ta lecture de tout ça? C'est une bonne question parce que J'essaye, une par jour. Ouais. Salaud. Non, en fait, c'est un débat. Je crois qu'il n'y a pas de réponse genre c'est tout blanc ou tout noir. C'est pas binaire, jamais. Ouais, ça dépend de ton besoin initial. Ouais. Pour moi, tout ce qui est petit template, uniformisation, ça peut être utile quand tu es sur des moments business faibles ou que tu n'as pas beaucoup de moyens. Tu veux lancer un site vitrine pur et dur, mais parce que tu as 5 000 € et que tu lances ta boîte, tu veux faire un petit prototype, une petite landing page, quelque chose. Là, il y a des outils qui sont très utiles pour faciliter la vie et aller très très vite, pour mettre un pied dans le monde du digital. Quand tu es une société et que tu es un petit peu sérieux, et que tu as des équipes pour travailler, et que tu as un minimum de moyens pour travailler, je ne crois pas que le sujet de l'argent, c'est-à-dire de conditionner tout à « on n'a pas beaucoup de budget, du coup on va prendre un truc générique », soit la bonne façon de penser. Ou alors elle est très court-termiste. Si tu as une approche court-termiste... conscience, c'est bon en fait. Tu peux l'accepter. Tu peux assumer, ouais, c'est court-termiste. Mais tu ne le reproches à personne, du coup. Tu le reproches à personne, exactement. Et puis surtout, tu sais que potentiellement, dans 2 ans, tu auras un problème ou dans 3 ans, tu auras un problème. Mais tu l'assumes. Parce que peut-être que le projet que tu vas développer avec cet outil métier, l'outil métier va durer 2 ans, tu prends un truc sur mesure et basta, tu veux tester une nouvelle. Enfin, générique, tu veux dire. Outil générique. Générique, pardon, ouais. Donc, il n'y a pas de. Le sur-mesure, c'est 100% bien, le générique, c'est 100% mauvais. En fait, ça dépend des cas. Maintenant, en fait, la question, elle est un peu biaisée de base. Est-ce qu'un truc est adapté à toi? Je ne sais pas, un habit sur mesure ou un habit générique. Vous achetez sur Internet une chemise, vous l'avez essayé avant. Et tu prêches un convaincu. C'est bien qu'on défend ça. Mais ma question, c'est... J'en ai une autre pour toi. Vas-y. Dans le registre de ces métaphores, quand vous achetez une maison, j'aime bien les métaphores par rapport aux maisons.
au-delà des murs porteurs, quand tu achètes une maison dans un quartier, imagine dans un quartier, 100% des maisons qui se ressemblent. Ça existe. Aux États-Unis, regarde tous ces petits pavillons. Et pas qu'aux États-Unis. Et même en France, En maintenant. France aussi, ouais, bien sûr. Ou même dans les nouveaux quartiers qui se construisent dans les villes. Tout se ressemble. Mais est-ce que tu as vraiment envie, fondamentalement, d'habiter dans une maison qui ressemble exactement à la même que celle de ton voisin? Et c'est au-delà de l'apparence. Est-ce que les besoins de ton voisin sont exactement les mêmes que les tiens? Ouais. Peut-être que toi, ta maison, tu as envie qu'elle soit sur 2 étages. Peut-être que tu as envie d'avoir un grand terrain, lui un petit terrain, toi une piscine au milieu, toi pas de piscine, toi des bois. Et encore, tu n'adresses pas des clients, des machins. Exactement. En L, moi en U, moi une maison en M, moi une maison de style landais, non, moi une maison moderne, moi une maison d'architecte. T'as envie qu'elle te ressemble en fait. T'as envie qu'elle te ressemble. Parce que c'est toi. Ouais. Tu as une histoire qui fait que toi, tu es impacté par ça. T'as envie d'exister. Mais les outils métiers, ils sont à destination de... Et les sites web sont à destination de 2 types de clientèle. Soit des clients, je fais un site pour vendre, ou un outil métier pour vendre. Soit c'est un outil, c'est-à-dire que c'est à destination de mes équipes. Un ERP, un système métier, etc. On est d'accord? Bon. Si c'est à destination de clients, des clients que tu adresses, ils sont tous différents. Mais ils sont différents aussi de ceux de ton concurrent. Et tu veux te démarquer par rapport à ton concurrent. Sinon, pourquoi ils achèteraient chez toi plutôt que chez ton concurrent? Les histoires sont différentes. Donc tu as envie que quand ils viennent chez toi, ils voient quelque chose qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Que ce soit une émotion, un discours, une façon de réserver, une expérience, peu importe. Une façon d'acheter, peu importe. Pour tes collaborateurs, c'est un petit peu la même chose. Ils ont leur façon de fonctionner qui fait que ton entreprise est performante. Dans une autre entreprise, ils fonctionneraient différemment. Donc, on peut imaginer le mouton à 18 pattes qui serait le logiciel qui fait tout pour tout le monde, mais de manière très intuitive. Moi, je ne l'ai jamais rencontré et personne ne l'a jamais vu non plus parce qu'il n'existe pas. Ou alors, il faudrait des années et des années et des années et des années de développement pour une usine à gaz, comme ça. Ça serait une usine à gaz et en final, ça mettrait tellement de temps à développer qu'il serait déjà obsolète sur les parties qui sont finies par rapport aux nouvelles parties, par rapport au marché. Tout spécifique, oui, bien sûr. Donc finalement, de la même façon que l'avenir des réseaux sociaux, ce n'est pas de nouveaux réseaux sociaux génériques. L'avenir des réseaux sociaux, ça sera des réseaux sociaux de niche. Ça sera le Facebook des gens qui sont fans de natation. Ça sera le Instagram des gens qui aiment bien faire de la couture. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pas le truc générique. Parce que les algorithmes, tu le vois aujourd'hui, ils te proposent toujours la même chose, le même type de contenu. Alors c'est adapté à tes goûts, évidemment. Mais quand même, il y a une sorte un côté uniformisation de la pensée qui est généré par les algos, qui est terrible. On veut que tout le monde pense pareil, parce qu'on pense que tout le monde va aimer la même chose. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. Alors que l'humain, il cherche l'inverse, en fait. Mais bien sûr. Mais sinon, 100% des Français auraient Instagram ou auraient Facebook, et l'utiliseraient. C'est pas le cas. Et puis diraient la même chose, et puis achèteraient la même chose. Mais c'est pas le cas. Chacun a ses émotions, chacun a son passé, son histoire, son ressenti. Ses émotions. Ses aspérités. T'aimes bien le mot aspérité? Ouais, j'adore. Et on a tous des histoires différentes. Donc, les outils doivent s'adapter et être malléables. Et donc, par définition, c'est mieux s'ils sont sur mesure. Après, évidemment, tu milites en faveur du sur-mesure, c'est ton fonds de commerce. Et tu as des clients qui viennent te voir parce que tu fais du sur-mesure. Mais il y a aussi des clients qui vont voir Shopify, par exemple, pour ne pas les nommer, et qui vont dire, bah oui, chez Shopify, moi, ça répond à mes besoins en 2 secondes. Mais moi, je pense que c'est la première étape. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu mets un pied. Et d'ailleurs, heureusement que ces outils existent, parce que du coup, il n'y a pas de complexité. Je pense qu'il faut une certaine maturité pour arriver sur du sur-mesure. Nos clients, c'est ceux qui arrivent après. Mais bien sûr. C'est l'étape 2. Et c'est pour ça que le marché, c'est pas A ou B. Pour répondre à la question initiale, c'est pas noir ou blanc. C'est finalement, heureusement qu'il y a ces outils qui sont un petit peu génériques, qui facilitent la vie pour mettre un pied, pour développer, pour se lancer, pour découvrir, pour comprendre, essayer. Connaître, essayer, se rendre compte qu'il y a des choses qui vont et des choses qui vont moins bien. Et une fois que ça permet aussi d'éclaircir le besoin, je pense, du client. Et une fois que le besoin il est vraiment connu, que ça permet d'affiner le cahier des charges. En général, il y a une certaine maturité au niveau du business et au niveau de la gestion de ces outils-là. Et là, souvent, le besoin du sur-mesure arrive. Ouais, tu as raison. En fait, je suis 100% d'accord, évidemment. Le seul truc, moi, ma réaction à ce que tu racontes, encore une fois, je suis d'accord. Moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ont acté, opté, choisi des solutions génériques sans avoir conscience des limites de ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je récupère, aujourd'hui, mes clients d'aujourd'hui, ceux qui toquent à ma porte, c'est des ETI, des grosses PME des ETI qui toquent en disant au secours, ma transfo, je l'ai ratée. Mon écosystème, c'est ça, c'est hyper hétérogène. C'est un enchaînement d'outils génériques, justement, qui ne sont pas connectés. C'est le bordel, c'est plein de trous de sécurité. Mais on en revient et en fait, ils disent, et je me suis fait niquer, on m'a raconté des histoires. Alors voilà. C'est ce truc-là, en fait. On en revient à la responsabilité de la personne qui va porter le projet et de sa capacité. Conseiller.
ou conseiller le projet, porter ou conseiller, ou voir les deux, et de leur responsabilité, et de leur capacité à vraiment conseiller. En fait, conseiller, c'est pas juste dire tu as l'option 1, l'option 2 et l'option 3 sur la table. Ça, c'est un faux conseil. Et je te conseille de prendre l'option 1 parce qu'elle est pas mal. Un vrai conseil, c'est de dire tu as 3 voies. Ces 3 voies, elles ont toutes des pour et des contre. Si tu prends le chemin 1, tu pourras aller au bout de ton histoire, mais en revanche, tu ne pourras pas faire ça, faire ci, faire ça. Si tu prends le chemin 2, même chose, avec peut-être une issue différente. Et si tu prends le chemin 3, même chose. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien d'avoir 18 choix. Si vous êtes chez l'annonceur et que vous auditez des prestataires, n'allez pas faire 7, 8, 10 choix. Ça n'a aucun sens. Déjà 2 ou 3, c'est déjà très très bien. T'as raison, il y a la quête de se rassurer quand même. Oui, mais énormément. Mais en plus, on est dans une société où on nous fait croire qu'il y a de plus en plus de risques. Et donc, on veut se rassurer. Si je viens présenter à mon patron 10 devis ou 10 façons de fonctionner, il va se dire que j'ai vraiment bien réfléchi. Non. L'enjeu, c'est surtout d'établir un cahier des charges qui soit le plus juste possible. Précis. Et ensuite, de le proposer à 2 ou 3 structures qui sont vraiment pertinentes, de recevoir 2 ou 3 réponses pertinentes, et basta. Après, derrière, on fait son choix. Et c'est OK, d'ailleurs, en voir qu'une seule. Et si la réponse, elle est vraiment très convaincante, banco. D'y aller, banco. On peut aussi se décider à l'instinct, parce qu'on est convaincu que c'est la bonne solution. Et se tromper. Courage, audace, témérité. C'est, pour moi, 3 facteurs qui doivent être développés quand tu prends des décisions. Et comment tu corriges? Et après, c'est OK de se tromper. Hein. Mais choisir, c'est accepter ça. Hein. Exactement. Mais par contre, si tu te trompes, corrige vite. Ne t'enferme pas dans ton choix. Si tu devais porter un conseil à un dirigeant sur sa manière d'aborder son digital, si tu te positionnes t'es la BPI, t'es monsieur BPI, et tu conseilles aux dirigeants comment aborder leur digital. Encore une fois, ce que je disais sur encore une fois, nous, ce qu'on récolte, c'est des dirigeants qui sont en PLS, qui se disent au secours, j'ai investi, ça fait 5 ans que j'ai investi des centaines, voire des millions d'euros dans ma transfo. Aujourd'hui, mes collaborateurs, ils sont mécontents. J'ai du Shadow IT dans tous les sens. J'ai de l'Excel ou du Google Sheet dans tous les sens. Tu vois, il y a ce truc-là. Ou des e-commerce en disant, encore une fois, on en parlait ce matin, une responsable e-commerce dans le luxe qui dit mon siège en Allemagne impose Salesforce, pardon pour les citer, avec l'e-commerce. Et en fait, mes 4 e-commerce, ils ne correspondent pas à mon besoin, mais je ne sais pas comment faire, parce qu'en fait, la stratégie du groupe, elle fait que je n'ai pas le choix, et je me bats contre ma direction pour changer, mais je suis un peu coincé. Comment tu dirais quoi par rapport? Qu'est-ce que tu conseillerais à des dirigeants? Qu'est-ce que tu dirais à un patron de boîte, qui soit PME, ETI, même grand groupe, pour aborder correctement son truc, pour ne pas se retrouver frustré dans 1, 2, 3 ans, 5 ans? Alors, elle est vaste, ta question. Elle est vaste, ta question. Mais tu démerdes avec ça. Alors, on va essayer. La première chose, c'est que le dirigeant, il écoute des avis. Donc son entourage est important. Et dans ces process-là, je dirais aux dirigeants de bien faire attention à qui il demande. Tu parles de grands groupes, donc tout de suite, ça me fait penser à la direction des achats, qui n'ont pas les mêmes enjeux opérationnels que les équipes opérationnelles qui ont besoin d'outils métiers, que la nana qui est en charge de piloter l'équipe IT. Donc là, il y a déjà des parties prenantes qui sont toutes distinctes. Que peut-être le directeur de l'IT qui est en place aussi, ou la directrice de l'IT, qui ont des équipes aussi. Chacun a ses intérêts, son prisme de lecture et ses intérêts. Donc je dirais déjà aux dirigeants d'entreprise d'être, avec humilité, d'essayer d'être vigilant par rapport à qui est l'écosystème qui va apporter, et d'être aussi lucide sur qui ils ont tendance à plus écouter que qui. Donc ça, c'est la première chose. Parce que c'est structurant dans la prise de décision. Et tu as souvent des biais dans ton entourage. Ah, mon directeur financier, je lui fais très confiance. Du coup, quand il va te porter un outil, un regard sur le choix du outil CRM... À travers le prix. Est-ce qu'il est vraiment... OK, son argument est intéressant, à travers le prix. Forcément, c'est un coût, une charge, donc je l'écoute. Mais est-ce que c'est lui vraiment que je dois écouter, qui est le meilleur conseil quand on doit choisir un outil CRM, quelle légitimité, quelle technicité il peut avoir sur le choix du bon outil pour la boîte, non seulement maintenant, mais aussi dans 2 ans, dans 3 ans. Vision long terme. Donc ça, c'est mon deuxième argument. C'est ne choisissez pas vos outils pour l'année fiscale en cours, tout de suite, pour maintenant. Choisissez-les en vous projetant, et dans 2 ans, je suis où avec cet outil-là, et dans 3 ans, je suis où. Et faites des scénarios de croissance. Si mon CA il double, est-ce que cet outil-là, il est toujours bien?
Alors, tous les CA de toutes les entreprises ne doublent pas chaque année. Mais anticiper quand même quels seront les enjeux. Aujourd'hui, on est en 2024. Imagine que tu veux mener une transformation en 2024. Quels sont tes enjeux pour la fin d'année? Très bien. Mais quels sont tes enjeux en 2025, en 2026, en 2027, en 2028? Parce que le choix de l'outil sera conditionné et sera différent en fonction des structures. Ouais, bien sûr. Et ensuite, le troisième conseil éventuellement qu'on pourrait donner, c'est, alors j'allais dire faites-vous bien conseiller, mais c'est tellement bateau. Ouais, de ouf. C'est toujours pareil. Mais les personnes qui vont choisir ces outils-là vont travailler avec. Si elles choisissent du coup. Si les personnes qui vont porter les recommandations vont travailler avec. Et les personnes qui vont travailler avec les outils doivent avoir plus de force de voix que celles qui vont construire les outils ou les mettre en place. Ouais. Parce que tu parles de co-conception là, d'intégrer des collaborateurs ou des clients, peu importe. Oui, et c'est très important parce que le mec qui va penser l'outil, s'il n'assume pas le chiffre d'affaires derrière, s'il n'est pas responsable du chiffre d'affaires généré par l'outil, par exemple si c'est un outil de vente. Exemple, j'ai un directeur IT, j'ai une directrice e-commerce. Si c'est mon directeur IT qui choisit le stack technique de mon site web pour vendre ce que je commercialise en e-commerce, et que ma responsable e-commerce, elle n'est pas très impliquée dans le choix de l'outil, alors que c'est elle qui va, ou ma directrice e-commerce ou mon directeur e-commerce, alors que c'est lui qui va derrière assumer le chiffre d'affaires chaque année, et des ventes et les progressions mois par mois ou année par année, sur un outil sur lequel il n'a pas travaillé sur le tunnel de vente ou sur la stack technique, il y a quelque chose qui est un petit peu étrange. C'est pas il peut dire c'est pas moi. Et puis, in fine, en tant que dirigeant, est-ce que je vais vraiment aller voir mon CTO pour lui dire pourquoi est-ce que ça vend pas? Il va dire, je sais pas, il faut aller voir au marketing pourquoi ça vend pas. Ouais. Donc là, il y a quelque chose sur lequel je pense que c'est intéressant. Donc voilà, et puis... Donc ce que tu dis, c'est questionner, intégrer l'utilisateur final, en fait. C'est ça que tu dis. Oui, c'est très important. Et après, évidemment, il y a le bon et le mauvais conseil, mais ça, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. À quoi tu ressens quand tu reconnais une agence qui t'a donné un bon conseil? Tu sais pas, mais elle t'a donné un bon conseil. Pourquoi j'ai travaillé avec Zoll il y a quelques années et pendant 5 ans ensuite derrière? Parce qu'il y avait un affect, parce qu'il y avait de l'humain, parce qu'on se parle les yeux dans les yeux et qu'on se ment pas, on triche pas. Et la vérité, c'est que même quand on n'est plus client, on est encore en train de passer du temps ensemble, tu vois, on se voit et on déjeune 2-3 fois par an. Bon, j'ai travaillé avec plein de prestataires par le passé, je ne suis pas en train de déjeuner 2 à 3 fois par an avec eux, donc il y a aussi un lien de confiance qui se crée et qui peut être un biais aussi demain. Peut-être que demain, si je me remène une transformation digitale pour un autre client, j'aurais tendance à vouloir venir ici, alors que peut-être ce n'était pas la bonne agence et qu'un autre... Pour ce contexte-là. Pour ce contexte-là, mais ça, après, il faut être lucide aussi avec ses propres biais à soi. Mais... Ok. Si tu devais... tu sais, j'aime bien mon truc, toi. Si tu devais mettre 3 mots sur la collaboration Moura... J'aime bien ces jeux. Ouais, j'adore ça. En fait, j'aime bien mettre des mots... j'aime bien mettre des notes aussi, c'est bien, 0 à 10, blablabla. Ouais. Là, je ne vais pas te le faire. Ouais. Mais plutôt qualifier avec des mots, peu importe, tu te démerdes, mais... Ouais. Je pense que immédiatement, là, ce qui me vient comme mot, c'est instinctif. Instinctif comme collaboration parce qu'il y a souvent eu ce côté où on se comprend, mais pas forcément toi et moi. Toi et moi, on se comprend, mais finalement, on était très loin. Toi, tu es le patron de ton agence. Il y avait des tas d'équipes autour. Moi, j'étais à la tête des équipes marketing et digital, mais finalement, on s'appelait, entre guillemets, pour régler des problèmes administratifs, finalement. Mais instinctif entre les équipes. Voilà, donc instinctif. Je dirais technique, parce que véritablement, il y a un vrai degré technique, expert, peu importe. Ouais, savoir-faire. Savoir-faire, ouais, il y a un vrai savoir-faire technique chez toi, mais pas que chez toi, chez tes développeurs, chez tes lead développeurs, qui sont chez tes archis. Ces garçons-là et ces filles-là, parce que maintenant, je sais que tu œuvres pour le développement chez les nanas, mais tes équipes ont un vrai gros niveau technique. Pour le coup, j'ai travaillé avec pas mal de développeurs dans ma carrière. Tu as vraiment des sacrés phénomènes qui ont du gros niveau et donc forcément tu bosses aussi avec un prestat. Tu veux être fier de ton prestat. Et peut-être c'est mon troisième mot, voilà, ça serait fier. Ouais, parce que moi j'ai été fier de bosser et fier du résultat surtout qui est sorti. Toujours pareil, tu peux être fier d'avoir bien bossé, mais tu es surtout fier du résultat de ce qui est sorti. Et aujourd'hui le tunnel de vente, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté mes fonctions moi, mais le tunnel de vente, il est toujours utilisé, il fait toujours autant de bien, a priori, au business
au business en question. L'académie, ouais. Exactement. Et donc, il y a une certaine forme de fierté. Donc, ouais, instinctif, fier. Et je mettrais tout ça sous le signe du savoir-faire technique. Tu as une vraie expertise. Tes équipes ont une vraie expertise. Mais tu le sais, ça. Et d'ailleurs, tu as une vraie expertise, toi, pour garder des experts. Parce que tes développeurs sont pour la plupart là depuis bien longtemps. Je te souhaite qu'ils restent encore bien longtemps, mais je les ai croisés encore tout à l'heure. Ils n'ont pas l'air d'être très malheureux. Donc, et tout ça dans un marché très concurrentiel. Donc, ouais, tu as raison. Et si tu devais... Il y a des moments qui te reviennent comme ça, 1, 2, 3 moments comme ça sur 5, 6 années de collaboration. Peu importe, ça peut être technique, projet, relationnel, peu importe. 1, 2, 3 moments qui te reviennent comme ça. On parle beaucoup de rencontres, ouais. d'émotions, de liens. J'en ai plusieurs. Le tout premier call avec ton directeur de clientèle, très marquant, 30 minutes, mec super ouvert, super à l'écoute, super humain. Pas en train de me vendre, juste en train de me dire, écoute, j'ai entendu tout tes besoins, tout ton cahier des charges rapide là. Nous, c'est ce qu'on sait faire. On va faire ça. On va faire tout ce que tu veux sur mesure. Donc voilà, viens. Et il m'a dit, quand est-ce qu'on se voit? Je dis, non, mais c'est moi qui vais venir. Ok, pas de problème, j'ai débarqué dans vos bureaux. Ouais, je me souviens. L'histoire a continué. Donc ce call-là est initial parce que c'est le déclencheur. Si le call se passe mal, si le mec est mauvais, si le mec n'est pas à l'écoute, je raccroche. Et donc il est aligné avec le site, le machin. Tu as un directeur de clientèle qui est aligné avec ton site et derrière tes équipes sont alignées avec ton directeur de clientèle. C'est fantastique. Ouais. Il y a quelque chose de très uniforme dans votre process qui, je crois, l'est toujours. Donc, je vous invite à continuer comme ça. Et puis si tu as des clients et que tu es successful. À l'époque, vous étiez une vingtaine. Aujourd'hui, vous êtes combien? 54. Voilà, donc ça matérialise finalement cette réussite-là. Ça, c'est la première chose. Premier moment, et puis après, 2, 3 autres moments. Je me souviens, une fois, on avait une discussion avec une chef de projet qui m'avait dit cette phrase terrible. Non mais Hugo, ne t'inquiète pas, de toute façon, on va tenir le budget et on va tenir le délai. Alors qu'on était un petit peu en retard. Et ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que c'était l'engagement aussi de la part de ces équipes que j'étais pas tout seul dans mon bateau. Ouais. Et qu'en gros, c'était pas... Non, de toute façon, on parle de l'engagement quand même. L'engagement, c'est super important. Alors qu'on n'est pas au forfait. Alors qu'on n'est pas au forfait. Ouais. Exactement. Mais on rentre quand même, quoi qu'il en soit, dans ce qu'on s'est dit en fait. Ouais, dans ce qu'on s'est dit verbalement. Sincérité. Dans la sincérité, exactement. Ouais. Et il y avait une forme très honnête de on va carburer, on va y arriver. On est ensemble. Ouais, c'est ça. Et ça fait du bien quand tu n'es pas tout seul dans ta galère. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait bien marqué. Et puis après, il y a 1000 moments avec tes développeurs et notamment ton lead développeur de sympathie. Mais après, les équipes sont venues plusieurs fois à l'académie. Elles ont toujours été bien reçues. Nous, chaque fois qu'on est venu ici, il y a toujours eu ce côté très convivial, chaleureux qui te caractérise. Et donc voilà, tout ça, c'est des moments de vie qui sont super chouettes. Mais au troisième moment, je mettrais ces discussions un petit peu passionnées, plus techniques, on ne va pas rentrer dans le détail là, de modèles de données. Et je trouve ça toujours très cool quand un développeur est en train de concevoir un système, un outil métier, et va parler de son modèle de données avec un marketeur. Ce n'est pas son métier, mais n'empêche qu'il élargit, et surtout, il s'assure que dans ce qu'il est en train de penser, il a bien pris en compte tout ce qui pouvait être problématique. Tu trouves que c'est un tech empathique, c'est ça que tu es en train de dire? C'est un tech empathique. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et tes garçons sont très tech empathique. Ouais, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort chez vous et il faut le garder. C'est votre ADN aussi. C'est aussi pour ça que vos clients y restent. Et c'est aussi pour ça que la société Morato Blue collabore toujours avec toi et a travaillé avec toi pendant 6 ans. Dernière question, facile. Ma question elle est simple. C'est une question qu'on se pose, et moi je me pose tout le temps, et qu'on se pose souvent. C'est en fait, on se présente comme une agence résolument pas pareille. Pour toi, en quoi on n'est pas pareil? Vous n'êtes pas pareil parce qu'une fois qu'on est rentré chez vous, on n'a plus envie de partir. T'es un peu le Starbucks des agences web, tu vois. Tu vois, Starbucks, quand on va chez Starbucks, on rentre, c'est tellement cosy, on s'assoit, on est bien, on y passe 1h30, on est dû juste boire un café ou boire un milkshake. Et toi, tu es le Starbucks des agences digitales, on rentre chez toi, on se sent tellement bien, on se sent écouté, on se sent entendu, on bosse ensemble, il y a une côté famille, équipe qui est super sympa, et derrière, on délivre du résultat. C'est important ça aussi derrière. Ouais, de ouf. Surtout que tu es exigeant, toi. Hein. Faut le dire. Moi ? Oui, j'ai un gros degré d'exigence, à l'image des patrons pour qui j'ai travaillé. Oui, bien sûr. Ce degré d'exigence, il ruisselle. C'est pas un reproche, au contraire. Non, mais c'est même une qualité. Je suis très attaché au fait de mêler les deux. Mais bien sûr. Le bien-être, le lien, le machin, etc. Et puis arriver à un résultat où tout le monde est satisfait. Mais tu sais, avoir de l'exigence, c'est une certaine forme d'honnêteté intellectuelle envers soi-même. Hein. Putain, c'est fort, j'ai pas compris la phrase, mais j'adore. Si tu regarderas le replay sur M6. Allez, on s'arrête là, c'est vrai. Merci.